c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Aujourd'hui est un jour spécial. Dans quelques jours, c'est Halloween. Et pour cela, on vous a fait une sélection de 4 ouvrages de saison que nous allons vous présenter afin de vous donner envie de les découvrir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Wendy, c'est toi qui commences. Du coup, de quoi tu vas nous lire ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire une BD. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. Pour ce spécial Halloween, je vais vous parler BD, avec Derrière la porte de James Tynion Ford et Gavin Fullerton aux éditions Urban. Jamie et ses parents vont déménager et tout laisser derrière eux. C'est un nouveau départ qui s'annonce. Seulement, certains monstres nous suivent où que l'on aille. C'est le cas de celui qui se cache dans le placard de la chambre de Jamie. Son père le soutient qu'il n'y a pas de monstres et que même si c'était le cas, il ne les retrouverait jamais à l'autre bout du pays. Pourtant, il semblerait que ce dernier le suive et l'effraie de plus en plus. Derrière la porte, c'est typiquement le genre de comics que tu prends entre tes mains car la couverture t'interpelle. Tu l'ouvres et le dessin te fait un truc lui aussi. Tu commences la lecture et puis comme par magie, tu as terminé le livre et il te laissera les poils des bras tout hérissés pendant des heures et des heures. Quelle est cette magie ? Eh bien c'est grâce à James Tynion Ford et Gavin Fullerton. Vous connaissez peut-être déjà James avec The Nice House on the Lake. Récompensé par l'Eisner Award du meilleur scénariste, l'Eisner de la meilleure série, ainsi que le Fauve de la série à Angoulême. The Nice House, c'est un huis clos sous tension incroyable. Walter invite plusieurs connaissances de plus ou moins longue date à venir passer quelques jours dans sa maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée. J'en dis pas plus, mais filez le lire tout de suite. Est-ce que Le Déviant, un conte de Noël, ça vous parle un peu plus ? C'est une série dans laquelle un Père Noël avide de sang commet des atrocités inimaginables sur des adolescents. 50 ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté interviewe ce soi-disant tueur déviant, qui continue de clamer son innocence. Mais alors que les festivités de Noël approchent à grands pas, le passé retrouve le chemin des cheminées, portant dans sa hotte une hache bien aiguisée. Bon, alors peut-être que The Department of Truth, série en 6 tomes où l'on suit l'agent spécial Cole Turner qui étudie depuis des années les théories conspirationnistes qui s'exposent sur les forums du monde entier. Ça vous parle ? Eh bien, de l'assassinat du président Kennedy à l'alunissage en 1969, en passant par la crise des missiles de Cuba, l'information est sans cesse remise en question par les complotistes les plus fervents. Persuadé qu'il comprendra mieux leur fonctionnement et leur logique, Turner décide de s'immiscer au cœur d'une étrange réunion. Une réunion qui le conduit à douter de la réalité elle-même. Cette série aussi, elle est récompensée par l'Eisner du meilleur scénariste et de la meilleure série, décidément. Il a aussi participé à la création de plusieurs Batman, dont certains aux côtés de Scott Snyder, ou encore Batman et les Tortues Ninja que j'affectionne particulièrement. Il est aussi à l'origine de la série DC Vampires, Something is Killing the Children, ou encore un épisode de Sandman, Nightmare Country, mettant en avant le personnage du Corinthien. Bref, je m'arrête là, car vous l'aurez compris, je pourrais passer la journée à parler de James Tynion Ford. J'ai donc passé au travail de Gavin Fullerton, qui, lui, pour le coup, est assez méconnu en France pour le moment, puisque Derrière la porte est son premier roman graphique traduit chez nous. Gavin est un illustrateur qui travaille dans l'animation et la bande dessinée. Il a été scénariste pour des émissions telles que Disney Space Chickens in Space et publie lui-même des bandes dessinées depuis 2015, d'où la difficulté de les traduire en France. Son premier roman graphique, Bags, a été publié par Boom Studio en 2019. Il s'agit d'une BD basée sur la nouvelle du même nom de Patrick McHale. Qui est Patrick McHale ? Eh bien, c'est tout simplement le créateur d'Over the Garden Wall.
Bon, je vais éviter de trop digresser aujourd'hui, mais il faut voir cette série d'animation d'Halloween sans faute. Les livres sont très compliqués à trouver maintenant, mais la série, elle est dispo entièrement sur Dailymotion. C'est l'automne, c'est beau, c'est poétique, un peu effrayant parfois, un petit côté Miyazaki qui aurait fait un projet avec l'équipe d'Adventure Time et de Gravity Falls. Bref, c'est tout ce que je dirais aujourd'hui pour cette série, mais allez vite la regarder. Bon, revenons à Gavin Fullerton. Il vit et travaille actuellement à Dublin, en Irlande, et je pense qu'on le reverra très bientôt dans de nouveaux projets car visuellement, Derrière la porte, c'est vraiment impressionnant. C'est un livre qui nous hante après sa lecture. Je ne m'attendais à rien, je l'ai ouvert car la porte rouge sur la couverture m'a attiré, et puis je ne l'ai plus lâché. Le dessin m'a vraiment plu. Le monstre du placard est effrayant à souhait, c'est organique, vraiment cracra et malaisant. Ce résultat, c'est surtout, selon moi, grâce à l'éclairage, qui est très bien utilisé. Le monstre est parfois éclairé en contre-jour, notamment lorsqu'il se trouve dans le cadran de la porte du placard, qui lui est allumé, alors que le reste de la chambre est plongé dans le noir. Cette apparition est donc assez sombre. Nous ne voyons pas tellement ce qui se cache ici. Une créature qui n'est pas humaine, c'est évident, mais on cherche à en savoir un peu plus, bien qu'il n'en faille pas tellement plus pour savoir que cette vision fait déjà très peur pour un enfant comme notre petite Jamie. Mais plus l'intrigue avance, plus le monstre est éclairé. Il y a une scène notamment où c'est la lumière de la lune qui passe par la fenêtre qui le met en lumière, le rendant vraiment palpable. Dans ces moments-là, on le voit presque visqueux, poisseux. On pourrait presque penser que son odeur est aussi celle d'un marais ou d'une eau croupie. Toute l'intrigue se passe plutôt de nuit et de soirée. Il y a assez peu d'éclairage naturel de journée. L'éclairage d'un feu, celui du comptoir d'un bar un peu sombre à l'ancienne, celui d'un réverbère qui se reflète sur une voiture. Même les lieux où se déroule l'histoire sont assez étriqués et oppressants. Rien n'est laissé au hasard. Le scénario est simple, il tient sur un post-it honnêtement. Mais c'est aussi ce qui fait sa force, je trouve. J'ai toujours un peu peur de trop en dévoiler dans mes chroniques, alors je reste souvent assez vague, mais sachez seulement que ce roman graphique parle de famille, de non-dit, et avant tout de ce que ressentent certains enfants quand ils n'ont plus de repères ni de sentiment de sécurité. C'est touchant car cette BD pousse à la réflexion, à la remise en question, et je pense que ce genre d'histoire est important, même si c'est un peu effrayant. Je vous invite donc à découvrir cette BD sans plus attendre et à regarder dans vos propres placards s'il n'y a pas un ou deux monstres qui traînent. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come, and where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall, dancing in a swirl of golden memories, the loveliest lies of all. Vous venez d'écouter le générique du dessin animé Over the Garden Wall. Merci Wendy pour cette chronique. Avec plaisir. J'ai quelques questions comme d'habitude. Alors, pour commencer, est-ce qu'un personnage t'a plus touché qu'un autre, etc. dans cette histoire ?
Alors finalement il y a assez peu de personnages. Il y a donc Jamie, sa mère, son père donc Tom, un bon ami du couple, il y a un barman et un passant, et puis voilà, il me semble qu'en gros on a fait le tour. Et puis bien sûr il y a ce monstre qui est personnifié. Le personnage principal, en fait, Tom, est assez touchant, si tu veux, au départ, parce qu'il est maladroit, il essaye de bien faire en tant que père et en tant que mari. Enfin, on sent qu'il souffre depuis longtemps, que toutes ses souffrances, ça fait de lui celui qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc c'est assez touchant. Et malgré tout, j'ai une préférence, je pense, pour le personnage de Jamie, donc le petit garçon. On le voit pas beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait la force du propos, je trouve. Et en fait, dans l'histoire, il est passé au second plan, aussi bien dans l'histoire justement que dans la vie de famille, en fait, qu'on voit dans la BD, quoi. Et c'est ce qui est bien fait, je trouve. Donc finalement, c'est peut-être lui qui m'a le plus touché. Ouais. Est-ce que tu conseillerais ce livre à des personnes qui n'aiment pas spécialement l'horreur ? Complètement, oui, complètement. Certes, c'est un peu effrayant, comme je disais dans ma chronique, mais finalement, ce qui fait le plus peur dans tout ça, c'est quand même les gens, surtout, et leur comportement, leur manquement, leur dysfonctionnement, en quelque sorte. Donc c'est vrai que... c'est effrayant, mais pas forcément pour les raisons auxquelles on s'attend, quoi. Il y a autre chose. Et après, c'est un one-shot aussi, donc on se lance pas dans une grande série. C'est vraiment une histoire complète en un tome. Donc faut pas forcément être un grand lecteur de BD pour découvrir celle-ci. Et donc du coup, je la trouve à la fois accessible et en même temps un peu flippante, c'est vrai. Donc elle remue un petit peu psychologiquement, surtout au final, et sans trop en dévoiler. Tu vois, ça fait peur, mais c'est aussi parce que le propos abordé, c'est un vrai sujet du quotidien, en fait. Donc ça fait environ 100 pages, c'est assez rapide à lire, et pourtant c'est vraiment efficace. On passe par beaucoup d'émotions, et je trouve, moi en tout cas, mais pas forcément que par l'horreur. Donc je le conseille vraiment à tout le monde, même à ceux qui sont pas grands fans d'horreur au final. D'accord, écoute, merci beaucoup Wendy. Mais de rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux me redire chez qui c'est, etc. Oui, alors moi je vous ai parlé de Derrière la porte, de James Tynion Ford et Gavin Fullerton aux éditions Urban. Merci beaucoup. Eh bien c'est terminé pour moi, alors du coup Renaud, à toi, de quoi tu vas nous lire ? Moi je vais vous lire quelques petites nouvelles. Voilà. On touche à l'irrationnel. Entassement symétrique de livres. Même schéma que pendant la grande perturbation de Philadelphie en 1947. Tu as raison. Aucun être humain n'entasserait des bouquins comme ça. Bon, alors autant vous prévenir tout de suite. Aujourd'hui, on va pas lire au bord de la piscine avec un mojito. Non, aujourd'hui on va faire de l'apnée dans les tréfonds du cerveau humain. On va boire un petit thé avec la folie, l'angoisse, la mort et le doute existentiel. Et on va aimer ça. Car c'est Halloween, les copains. On va donc parler d'un des pères fondateurs de l'horreur. Pourquoi je vous parle de ce livre ? Parce qu'on en a marre que le mot gothique soit réduit à des fringues noires en velours côtelé et des adolescents tristes en Doc Martens. J'exagère. C'était juste pour faire une vanne. J'aime bien les gothiques. Cradle of Filth et Evanescence ont bercé mon adolescence, donc je suis un mauvais exemple. Mais je pouvais pas m'empêcher de faire cette vanne. Mais le gothique, originel, le vrai, celui qui te glace la moelle épinière avec une plume, il a un nom. Edgar Allan Poe. Et pourquoi cet ouvrage-là ? Parce que Les Nouvelles Extraordinaires, c'est pas juste du frisson vintage à lire à la bougie. Pour moi, c'est un miroir de notre monde intérieur, avec des monstres, et parfois le monstre, c'est toi. Et surtout, c'est un livre culte à lire au moins une fois dans sa vie. Donc on va parler de Les Nouvelles Extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Rien que ça, putain. Ces Nouvelles Extraordinaires, c'est une anthologie de ce que Poe a écrit de plus noir, de plus baroque, de plus perturbant. On y croise des maisons hantées par la mélancolie, la chute de la maison Usher, des chats qu'on ferait mieux de ne pas adopter, le chat noir, des crimes plus retors qu'un épisode d'Esprit criminel, double assassinat dans la rue Morgue, des cadavres sous le plancher, le cœur révélateur, et des narrateurs qui n'ont jamais pris rendez-vous chez le psy, alors qu'ils en auraient eu franchement besoin.
Chaque histoire fonctionne comme une dissection de l'âme. Poe te met un scalpel dans la tête et il fouille. Il fouille longtemps. Oh là, longtemps. Et il t'oblige à regarder ce que tu veux pas voir. L'horreur dans Poe, elle vient pas de l'extérieur, elle vient du dedans. Edgar Allan Poe, c'est le gars qui a inventé la nouvelle policière, influencé la science-fiction et mis tout le monde d'accord en matière de terreur psychologique. Le mec a vécu une vie si sombre qu'elle pourrait être une nouvelle de lui-même. Orphelin très jeune, drogué, alcoolique, ruiné, incompris de son vivant. Bref, c'est un peu le Kurt Cobain de la littérature américaine. Avant lui, le roman gothique, Horace Walpole, Anne Radcliffe ou Matthew Lewis par exemple, mettait en scène des châteaux, des spectres, des moines lubriques et des héroïnes éplorées. C'était spectaculaire bien sûr, mais extérieur. Les monstres étaient dans les murs, pas dans les têtes. Poe lui fait basculer l'horreur à l'intérieur de l'esprit humain. Transforme la peur en un phénomène psychologique presque clinique. Ces monstres sont des obsessions, des remords, des pulsions. Et tu veux du bonus? C'est Charles Baudelaire qui l'a traduit. Oui, Monsieur le Baudelaire, Monsieur les fleurs du mal, et pas une traduction faite à l'arrache entre deux verres d'absinthe. Non, Baudelaire idolâtrait Poe. Il disait qu'il avait trouvé son jumeau intellectuel. Résultat, une langue magnifique, archaïque par moments bien sûr, mais qui colle parfaitement à l'ambiance. Et niveau construction, c'est redoutable. Chaque nouvelle est un piège, un engrenage. Poe était obsédé par le rythme, la logique interne du récit et la montée en puissance de la tension. C'est chirurgical. Et ce qui rend ces nouvelles si fortes, c'est qu'on ne sait jamais si ce qu'on lit est réel ou fantasmé. Poe joue en permanence sur la frontière entre le surnaturel et la folie. C'est un peu Kafka sous opium. Il a une obsession très actuelle, la voix intérieure, celle qu'on entend quand on doute, quand on craque, quand on s'effondre. Il donne voix au sentiment mental, c'est terrifiant et si moderne. Et puis il y a ce style, grandiloquent, dense, ornemental, gothique quoi. Des phrases à rallonge mais jamais creuses. Le mec pourrait te décrire une porte pendant 30 lignes que tu flipperais d'y toucher. Et surtout Poe, c'est l'horreur sans jumpscare. C'est une angoisse rampante, lente, poisseuse, comme une vieille tapisserie humide qu'on n'arrive pas à décoller du mur de sa conscience. Poe a été l'un des premiers à comprendre que la peur la plus absolue n'a pas besoin de surnaturel. Chez lui, la folie, le délire, la claustrophobie, l'obsession, la mort et la décomposition deviennent les vrais sujets. Il crée une poétique du malaise. Un mélange de beauté morbide et d'angoisse, où le lecteur est pris dans un piège mental. Le plus poétique des sujets, c'est la mort d'une belle femme, disait Poe. Cette phrase résume son art, faire du macabre une esthétique, une émotion raffinée. Poe, c'est aussi, accessoirement, histoire grotesque et sérieuse, Eureka, le corbeau, ce fameux poème, et toute une tripotée de contes moins connus mais tout aussi fascinants. Manuscrit trouvé dans une bouteille, la vérité sur le cas de Monsieur Valdemar. Il a été redécouvert en France avant même d'être connu aux États-Unis. La postérité l'a élevé au rang de mythe. Lovecraft lui doit tout. Lovecraft lui rend même hommage explicitement dans son essai Supernatural Horror in Literature, désolé pour l'accent, où il dit que Poe a cristallisé l'horreur dans la forme la plus parfaite du récit moderne. Pas de Maupassant sans Poe. Stephen King lui doit tout aussi. Tim Burton l'aurait probablement pris comme parrain. Et tout écrivain de polar ou d'horreur moderne marche dans ses pas, qu'il le veuille ou non. Pourquoi faut-il lire les nouvelles extraordinaires? Parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature noire. Parce que c'est la base de tellement de choses. Parce que c'est une leçon d'écriture et d'angoisse. Parce que Poe n'a pas seulement inventé des histoires, il a inventé des obsessions. Et parce que c'est un miroir. Et plus on le lit, plus on se rend compte de ce qu'il reflète. Nous, tout simplement. Alors si vous avez envie de dormir tranquille, passez votre chemin. Mais si vous aimez frissonner, transpirer un peu en tournant les pages et vous demandez si ce bruit sous le parquet c'est bien juste les canalisations, alors vous savez quoi lire ce soir. Et si quelqu'un toque 3 fois à votre porte pendant votre lecture, bah c'est sûrement le cœur révélateur. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur.
Je vois de livides vampires et de noirs chauves-souris, des serpents visqueux et des monstres sous le lit, d'épais brouillards. Pour mes nuits de cauchemar, je vois du globe qui grouille, qui grimpe, qui rampe, qui fout la trouille. Oserez-vous pousser mes amis les portes de l'enfer, de ma demeure dans les ronces sont les cerbères façon film de la Hammer. J'aime quand ça fait peur, j'aime quand ça grimpe, ça fourmille, façon Giger. Tarentule, mandibule, tentacule qui pullule et qui macule, des morts vivants titubants, zombies à la Romero qui bave, qui grogne quand veut la ma peau, qui bave, qui grogne quand veut la ma peau. Bienvenue dans mon freak freak show, freak freak show, show, freak freak show. Dans le rap pour ton argent qu'un fantôme effrayeur au tournant. Freak freak show, freak freak show. Car il va y avoir du son, c'est pétrifiant et terrifiant. Freak freak show, freak freak show. Obscur, dégoûtant, sinistre et inquiétant. Freak freak show, freak freak show. Dragon, squelette, mandragore, gorgone, monstre, glouton, tout poilu, ta peau frissonne. Cadavre, nécronomicon. Freak freak show. Insectes et démons. Freak freak show, freak freak show, show, freak freak show. Freak freak show, show, freak freak show. Car il va y avoir du sang, car il va y avoir du sang. Quand reluisent dans le brouillard toutes les lames de rasoir. Car il va y avoir du sang, car il va y avoir du sang. Quand reluisent dans le brouillard toutes les lames de rasoir. Kick and scream, we are in town. We drop in fright in the full moon. Kick and scream in the night in London, London, London. We are gang, gang, we shot, shot. Bang, bang, if you're scared, you are already dead. We are drinking, walking, scanning time. We are living dead in London. Freak, freak, show, show, freak, freak, show. Freak, freak, show, show, freak, freak, show. La lune est ronde, la lune est belle, la lune est pleine. Un cri, puis une gorge qui saigne. La lueur en flash d'un lampadaire sur une lame. Splatch, une artère souille le macadam. À 7 heure tardive quand s'arrête un fiacre. Tu peux être sûr qu'il s'en suivra un sanglant massacre. Ce soir est ton dernier soir, ami sans rancune. N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Quand les morts se réveillent et sortent des tombes, comme une mouche tu tomberas comme les autres en hécatombe. Des canines assassines se plongent dans ton cou. Ce sensuellement, ce sang suave qui ralentit ton pouls. C'est un joli soir pour mourir, qu'en dis-tu? N'aie pas peur, je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Mourir, périr dans un dernier soupir, ou la triste vie éternelle d'un vampire. Ou la triste vie éternelle d'un vampire. Bienvenue dans mon freak freak show, freak freak show, show, freak freak show. Dans ma tête y'a max le maximum d'étoiles, d'araignées, de flippants épouvantails, des citrouilles éclatées. Freak freak show, show, freak freak show, freak freak show, show, freak freak show. Des trucs dégoulinants tout droit sortis d'un Lovecraft, bien loin de ces mielleux et niaiseux de Twilight. Freak freak show, show, freak freak show, freak freak show, show, freak freak show. Car il va y avoir du sang, car il va y avoir du sang. Quand reluisent dans le brouillard toutes les lames de rasoir. Car il va y avoir du sang, car il va y avoir du sang. Quand reluisent dans le brouillard toutes les lames de rasoir. Freak show. Vous venez d'écouter Freak Show de Coffees and Cigarettes. Eh bien, merci Renaud pour cette chronique. Ben merci de rien, quoi. Ok. J'ai une question à te poser, donc la concernant. À qui est-ce que tu conseillerais ce livre? C'est la question qu'on pose beaucoup là aujourd'hui, mais Oui. c'est important, je pense, sur ces thèmes-là de... Bah ouais, déjà parce qu'on parle d'horreur, et puis de deux, là, c'est parce que c'est quand même Edgar Allan Poe, tu vois. Bah oui, oui. Et qu'en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est... Tu sais, c'est un peu comme quand on te dit t'aimes bien les thrillers, tu vois, quand on parlait de films justement tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire t'aimes bien les thrillers, t'aimes bien les films d'horreur, t'aimes bien ceci, t'aimes bien cela. Bah écoute, retourne à la source de tout ça et essaie de comprendre et de savoir pourquoi en fait c'est bien et qui a créé ça et qui est le père fondateur de tout ce que t'aimes dans l'horreur, dans les thrillers, dans les polars, dans les machins, bah c'est ce gars-là. Et c'est ce livre-là, en fait. Et donc, je trouve que lire Poe, ça permet, au-delà du fait que ce soit quelque chose de fondateur de tout un genre entier, ça permet de comprendre. Et accessoirement aussi, c'est toujours aussi moderne et de qualité, malgré la langue qui a vieilli, qui est un peu archaïque, et les traductions de Baudelaire qui justement ont cette langue un peu archaïque, mais c'est super. Et c'est surtout quelque chose d'abordable. Tu vois, il y a des trucs qui sont des
vieilleries, on peut même dire ça comme ça, de la littérature, mais là c'est pas le cas quoi. C'est vraiment un truc qui se lit facilement. C'est un bouquin de nouvelles accessoirement, c'est-à-dire que c'est abordable Oui, on s'arrête par tout quand le on monde. veut, on n'est pas Exactement, obligé c'est de... ça. Voilà. Et donc du coup je trouve que même on va dire un adolescent ou même parfois un enfant même de 10 ans, parfois pour certaines nouvelles, je pense qu'il peut largement les lire et commencer à se faire peur un petit peu, tu vois, en fonction de son affect tu vois, au fait d'avoir peur, etc. Et Oui, mais c'est surtout que, enfin, après, moi, je trouve, mais parce que j'aime beaucoup Poe, mais c'est une ambiance en fait surtout. Ouais. C'est pas, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est pas des jumpscares, c'est pas un truc où tu vas avoir du sang et des trucs dégueulasses. Non, c'est un peu ce que je dis dans la chronique, c'est que Poe installe un truc qui n'existait pas avant. C'est-à-dire dans le gothique avant, on avait des vampires dans des châteaux et puis des cryptes et des choses comme ça. Là, c'est pas ça. La peur qu'on retrouvera après chez Lovecraft, elle est à l'intérieur des gens. C'est les sentiments de peur, c'est tout ce qui est un peu dans la tête des gens qui fait peur et ce qu'ils peuvent s'imaginer ou ce qu'on peut ressentir, mais souvent c'est comme ça. Il y a très peu de monstres ou de choses comme ça vraiment dans Poe. C'est vraiment des gens qui ont peur dans des situations en fait. Et ça je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, je conseillerais en fait à n'importe qui a un peu d'affect avec on va dire l'horreur, la peur et tout ça, d'aller vers ce livre s'ils ne l'ont jamais lu et de pouvoir se dire enfin voilà, ça y est, j'ai compris, ça vient de là. C'est ce mec là qui a tout inventé, c'est ce mec là qui fait que j'aime les films de Tim Burton, que j'aime les films de la Hammer, voilà, enfin c'est tellement fédérateur, fondateur de tout un truc que c'est dommage de passer à côté. Et c'est surtout que je trouve, j'ai choisi celui-là parce que c'est des nouvelles et parce que c'est quelque chose qui est facile à lire, qu'on peut arrêter n'importe quand et voilà. Et surtout parce que c'est accessoirement, je crois, un des livres quand même malgré tout les plus connus de Poe, quoi. Oui, complètement, qui est étudié de long en large. Ah oui, bien sûr, même je crois qu'actuellement même il est étudié dans les collèges, donc voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Renaud. Est-ce que tu peux nous redire Alors, moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai une intégrale d'Edgar Allan Poe qui était sortie, je sais même plus chez qui d'ailleurs. C'était des belles éditions toutes bleues et dorées. Et ils ont sorti ça avec Conan Doyle, ils ont sorti ça avec Jules Verne, ils ont sorti ça avec plein de gens. Et j'ai celle de Poe. Voilà, je sais plus chez qui c'est exact. Je me rappelle plus non plus cette belle version. Après, sinon, juste la version nouvelle extraordinaire, pardon. Sinon, il y a aussi le Chat Noir et autres histoires. Tout ça, elles sont ressorties récemment chez Game Master. Mais si vous préférez les formats poche, plus facile à transporter, quoi. Autant je vous dirais, si c'était une nouveauté, vous allez galérer peut-être à le trouver, c'est bien quand qu'on vous dise les maisons d'édition, etc. Autant Poe, je pense que voilà, vous allez chez votre libraire, vous trouverez une édition. Ouais, mais Game Master, elle est belle quand même. Game Master, alors on vous conseille celle-là. En poche, elle est pas mal. Je fais confiance à Wendy pour les belles couvertures et tout ça, les belles éditions. Eh ben merci en tout cas, voilà, j'ai fini moi. Ok, parfait. Et donc du coup, de quoi tu vas nous lire ? Ah oui, c'est mon tour. Et totalement. Eh bien, du coup, maintenant, je vais vous lire un documentaire, je dirais, sur le cinéma. D'accord, trop bien. Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. On change un peu de style, car je vais vous parler aujourd'hui d'un livre de cinéma. Un genre de documentaire, mais pas n'importe lequel. Son petit nom, c'est Écran noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur. Et si l'horreur au cinéma n'était que le reflet d'une réalité plus sombre encore ? Derrière les figures emblématiques du cinéma d'horreur et les scènes terrifiantes de Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, M le maudit ou encore Scream et Sweeney Todd se cachent des histoires vraies. Meurtres en série, légendes sanglantes ou rituels sataniques, le réel dépasse malheureusement bien souvent la fiction. Dans Écran noir, Éric Libio nous présente 20 œuvres marquantes du cinéma d'horreur et met en lumière les événements, avérés ou fantasmés, qui les ont inspirés. Chaque chapitre de ce livre propose une double lecture avec une analyse du film et de ce qu'il dit de notre société, suivie d'une plongée dans l'affaire qui l'a nourri. Bref, dans ce livre sorti le 15 octobre, le cinéma d'horreur devient révélateur de nos peurs et de la noirceur du monde réel.
Éric Libio est un journaliste et critique de cinéma français, reconnu à la fois pour sa plume, mais aussi pour sa grande culture cinématographique. Anciennement aux commandes des pages culture de l'Express, dont il était rédacteur en chef, il dirige aujourd'hui le magazine Écran Total. Ce magazine met en avant les écrans en règle générale, afin de parler cinéma, télé, mais aussi vidéo, réseau ou clips musicaux. Il y a également une partie dédiée aux exploitants de cinéma, contenant la programmation du mois, des comparatifs d'entrée et tout ce qui pourrait servir à des personnes du milieu. Connu pour ses analyses approfondies et son regard affûté, Éric Libio parle aussi bien des blockbusters que du cinéma d'auteur. Il a écrit différents ouvrages, publiés chez J.C. Lattès, notamment L'amour ouf, journal intime d'un film en 2024, où il retrace tout le processus de création du film de Gilles Lelouch, qui écrit la préface d'ailleurs. Dans ce livre, on parle cinéma, de l'idée qui émerge dans un coin de tête des années auparavant, jusqu'au dernier coupé crié à la fin du tournage. La préparation des acteurs, la création de décors, l'adaptation aux conditions météo, l'évidence du couple François Civil et Adèle Exarchopoulos. On y parle aussi de la régie et de son importance, de l'accessoiriste, jusqu'à la cantine. Nous sommes au cœur du film et de son processus de création. Il écrit en 2022 le livre « On a les héros qu'on mérite », dans lequel il aborde l'identification à des personnages de fiction. Il s'appuie sur ses propres héros d'enfance pour nous présenter l'importance de ces identifications et comment elles éclairent des moments de vie, comment elles nous rassurent ou au contraire nous inquiètent, comment elles guident nos choix, nous aident à aimer ou nous consolent. C'est intime et c'est pourtant universel. En 2020, c'est avec Clint et moi que l'on découvre Éric Libio aux commandes d'un premier récit. Dans ce dernier, il met en opposition Clint Eastwood, artiste, mais également Clint Eastwood, américain et fier de l'être. Si Écran Noir est présenté par Éric Libio, c'est François Terrel qui écrit la préface ainsi que la postface. Vous le connaissez peut-être plutôt sous son pseudonyme, le Fossoyeur de films. François Terrel est auteur, réalisateur, critique de cinéma. Sur YouTube depuis 2012, il explore avec précision et beaucoup d'humour les dessous du cinéma. Il nous propose des analyses, des documentaires, des critiques ou encore des expériences de montage, que ce soit sur des œuvres incontournables et emblématiques ou pour nous présenter des petites perles méconnues. Avec son livre « T'as vu le plan ?», il nous fait découvrir ou redécouvrir 100 plans du cinéma, qu'ils soient cultes ou non, mémorables ou non. 100 plans de cinéma sous toutes ses facettes pour voir ce qu'on peut en tirer d'universel, pour que chacun, quel que soit son univers et son rapport au cinéma, puisse y trouver son compte. Il écrit également dans la revue semestrielle Estrange, revue dans laquelle sont abordés les mystères modernes et l'étrangeté du monde qui nous entoure. Camera Obscura, quant à lui, est un livre très complet sur la magie du cinéma, entre le beau livre d'art et celui de la science presque mystique. Ce livre fait se questionner sur notre propre rapport aux images, au cinéma. Revenons à Écran Noir. Pour commencer, c'est un bel objet. Le genre de livre que tu poses sur le devant de ta bibliothèque ou de ta DVD-thèque en période d'Halloween. 20 films et autant d'histoires vraies, les ayant inspirés, sont présentés dans ce livre. Passant du thriller au slasher, du polar au surnaturel, de l'horreur gothique au gore pur. Le genre horrifique est vraiment très large et dans ce livre, tous les styles vont y passer. Pour chacun d'entre eux, une illustration et une fiche technique comprenant la date de sortie du film, le nom de la personne l'ayant réalisé, les scénaristes et producteurs, le casting, la musique, le pays et la durée du film. Ensuite, un résumé du film est proposé, pour certains avec une pointe d'humour, anecdote, mais aussi avec un contexte historique du cinéma de l'époque où il est tourné. Pour finir, toute une partie sur le fait réel ayant inspiré le film. Fait réel qui dépasse parfois la fiction et que l'on découvre ou redécouvre pour certains. Si un tueur en série a inspiré plusieurs films, ces derniers sont tous cités dans cette partie, offrant ainsi un bagage plus important et donnant envie de voir encore plus de choses, ou de les revoir différemment. Pour ma part, petite, je frissonnais avant même que le film commence quand il s'ouvrait sur la phrase « Cette histoire est inspirée de faits réels ». C'est peut-être de là que me vient cette passion pour le cinéma d'horreur en tout genre, mais c'est aussi pour cette raison que j'ai beaucoup aimé ce livre. Avant même de le lire, j'étais dans cette ambiance flippante à me dire que, mince, je vis actuellement dans un monde où ces choses abominables existent vraiment. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Netflix Monstres.
Eh bien, si c'est pas le cas et que vous aimez ce genre d'histoire, je vous encourage vivement à la regarder, car elle est vraiment très bien écrite, merveilleusement bien interprétée, et surtout elle apporte beaucoup d'informations. Si vous l'avez vu, la dernière saison parle justement de Ed Gein qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, ou encore Psychose, que vous retrouverez dans ce livre. Dahmer, quant à lui, est abordé dans la première saison de cette série et apparaît aussi dans Écran noir. Je ne vais pas vous parler de tous les films et faits réels, ou peut-être pas pour certains, qui constituent ce livre. Vous avez compris le principe. Alors je vous laisse simplement le découvrir, avec horreur, rire et bienveillance. Car n'oubliez pas que l'on ne naît pas monstre, on le devient. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Vous venez d'écouter la chanson Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds, que vous pouvez retrouver dans le film Scream ou tout simplement dans la BO de Peaky Blinders. Merci Wendy pour cette chronique. De rien. Comment t'es-tu retrouvée à lire ce livre ? Je l'ai trouvé très attirant. Il y a la couverture, le toucher, même son odeur, du fait qu'il soit imprimé en fait en fibres naturelles, renouvelables et recyclables. C'est parfois un peu dérangeant comme odeur, mais là je sais pas, à peine je l'ai eu entre les mains, j'ai su que j'allais l'acheter. Donc ça a commencé comme ça. Et puis bien sûr son thème, moi je suis très fan d'horreur, que ce soit en littérature, en fait en littérature je suis plutôt fantastique, mais le fantastique d'horreur me convient aussi très bien. Oui, bien sûr. Et puis après le cinéma d'horreur c'est vraiment celui que j'aime le plus, donc c'était une évidence, c'était un beau mélange je dirais de deux choses que j'aime beaucoup. Et puis en plus là je venais de terminer la 3e saison donc de la série Monstres sur Netflix qui m'avait passionnée plus qu'horrifiée, donc c'était vraiment une évidence aussi de lire ce livre à la suite. En fait ça tombait très bien et j'avais envie de pouvoir en parler aussi dans Au Capitaine mon Capitaine, en fait tout simplement ça me semblait être c'est très la bien, bonne occasion. On n'avait jamais fait ça, on n'a jamais vraiment parlé de livres qui parlent de cinéma dans l'émission, donc c'est très bien. Et voilà, c'est le premier d'une longue série je suis sûre, mais... Oui c'est sûr. Et alors, est-ce que tu conseillerais ce livre à une personne est-ce que tu conseillerais ce livre à une personne qui n'aime pas du tout les films d'horreur ? Carrément oui, parce qu'en fait déjà en fait je suis toujours moi curieuse de connaître les raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas ce genre. Alors je comprends, je respecte, mais je me demande toujours si c'est la violence plutôt psychologique, la vue du sang, est-ce que c'est les esprits un peu farceurs. Il y a tellement de genres en fait d'horreur que je pense que c'est un peu comme dire j'aime pas les légumes, alors qu'il y a plein de façons de les cuisiner, si tu veux. Après, je connais des gens qui aiment vraiment pas les légumes. Hein. Oui, mais j'en connais aussi, mais ça dépend comme de la façon dont c'est cuisiné. Donc en fait, déjà rien que pour cette raison, je conseille ce livre à tout le monde parce que je le trouve très intéressant en fait comme format. Et surtout ça peut donner envie de voir le film ou au contraire te conforter dans le fait que tu veux vraiment pas voir de films d'horreur à l'écran et que c'est une catastrophe quoi. Mais connaître ces histoires là en fait c'est important je pense. Que ce soit les histoires des films comme les vraies, celles des faits réels en fait, qui les ont inspirés, parce qu'en fait c'est de la culture générale aussi en fait finalement, voire même un peu historique, parce qu'il y en a certains qui ont quand même marqué le monde dans lequel on vit actuellement, en inspirant des tueurs en série par exemple, etc. Donc c'est un thème
c'est un thème qui permet d'avoir la possibilité en fait d'apprivoiser nos peurs, d'explorer des zones sombres pour moins les redouter après aussi, comme dit François Terrel finalement dans la préface. Je trouve ça assez juste, il y a vraiment de ça. Et puis après il y a aussi le côté un peu psychologique, tu vois, que j'aime beaucoup moi dans ce thème, parce que parfois on finit par alors sans excuser bien sûr, hein, mais c'est horrible ce que je m'apprête à dire, mais on finit un peu par ressentir, si tu veux, une forme d'empathie aussi pour les tueurs qui ont souvent vécu des choses abominables aussi dans leur vie, et donc une fois encore ça n'excuse absolument rien, c'est horrible, hein, mais enfin voilà, ça permet de comprendre, en tout cas. C'est ça, voilà, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quoi, c'est pas voilà. Non, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé ou essayer de comprendre tout ça, ça veut pas forcément dire qu'on excuse, quoi. Oui, non, mais voilà. c'est ça, et puis c'est puissant en fait comme sentiment et comme sensation, c'est la force aussi de ce genre de thème-là, je pense, et c'est pour ça que je le conseille à tout le monde finalement, parce que je pense que c'est un thème important. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'au cinéma, donc à Argenton-sur-Creuse et puis aussi au Blanc, ils vont organiser une soirée spéciale Halloween. Donc au Blanc, je sais qu'ils vont passer Evil Dead et la Nuit des Clowns, je crois. Et pour Argenton, il y aura aussi Kiki la petite sorcière, Massacre à la tronçonneuse, donc dont on vient de parler, et puis Tucker and Dale Fight le mal. C'est les soirées qui auront lieu le 31 octobre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le vendredi 31 octobre à partir de 15h pour les plus jeunes, je crois, et puis jusqu'à 20h30, il me semble, pour les films un peu plus gore. Hein. Donc cinéma de l'Éden à Argenton-sur-Creuse et le cinéma République au Blanc. Voilà, déplacez-vous pour soutenir un petit peu ces cinémas et pour voir un petit peu des gros films d'horreur, ça va être cool. Eh ben, merci beaucoup Wendy pour cette chronique. De rien. Est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc., etc., etc. Oui, donc alors le titre du livre c'était Écran noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur, donc d'Éric Libio et François Terrel, et c'est aux éditions Darkside. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Eh ben écoute, j'ai terminé, donc c'est à toi du coup, de quoi tu vas nous lire ? Ben, je vais clôturer cette émission spéciale Halloween là avec un petit livre jeunesse, voilà. Ok. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Vous savez, on a tous des rêves de collaboration artistique entre des personnalités qu'on adore, que ce soit dans le cinéma, la littérature, bref, l'art en général. Des crossovers qui n'existent souvent que dans nos fantasmes un peu geeks. Parfois ils se réalisent pour notre plus grand plaisir, comme par exemple Nine Inch Nails qui travaille avec David Lynch, ou Giger travaillant sur Alien. Mais il y a tous ces rêves, ces petits fantasmes, tous ces « et si ». Tu sais, ces « et si » du genre et si Guillermo del Toro adaptait Lovecraft ? Et si Tim Burton tentait Le Magicien d'Oz ? C'est un peu comme ces super groupes musicaux dont on n'avait jamais osé espérer des collaborations. Them Crude Vultures, Dave Grohl, Josh Homme, John Paul Jones, ou Atom for Peace avec Tom York, Flea, Nigel Godrich. Avec tous ces groupes d'ailleurs, souvent il y a Dave Grohl dedans, qui passent, comme si l'univers disait « On a besoin d'un mec génial, prends Dave Grohl ». Bref, on se nourrit de ces rencontres excitantes, de ces « et si » qui donnent envie d'envoyer nos économies en crowdfunding. Tu sais, parfois, ces collaborations dont on a tant rêvé et qui sonnaient bien sur le papier, bah, au final, ça donne pas grand-chose de foufou. Genre, par exemple, Jimi Hendrix et les Doors. Bah, c'est bof, quoi. Michael Jackson et Freddie Mercury. Tim Burton adaptant Alice au Pays des Merveilles, justement. J'ai encore mal au bide, rien qu'en le disant. Car aujourd'hui, voilà que surgit un duo qu'on n'attendait pas. Maurice Sendak et Stephen King, qui s'attaquent ensemble à Hansel et Gretel. Rien que de le dire, j'ai l'impression d'invoquer les Avengers de la terreur enfantine. J'ai bondi dans la librairie, avec l'élégance d'un lutin sous MDMA, bottes de 7 lieues, etc., etc. Car l'histoire, vous la connaissez, 2 enfants, des parents ruinés, la forêt qui avale les innocents et une maison sucrée où le glucose sent la mort. Sauf que King, lui, s'attarde là où ça fait mal. La faim, la vraie, celle qui tord l'estomac, et tord les parents aussi. L'abandon devient une décision lente, presque logique. Et la forêt, elle n'est plus un décor. C'est un vrai piège vivant, un animal qui observe.
Quant à la sorcière, Sendak lui sculpte un sourire qui fond comme du caramel brûlé, pendant que King laisse entendre que ce monstre n'est rien d'autre que le rêve d'un adulte qui a oublié des... Je m'avance déjà trop. Comment tout cela a-t-il pu se concrétiser ? Car c'est quand même dingue ces deux gars-là, ensemble. On s'imagine avant d'ouvrir le livre que les deux maîtres ont dû bosser ensemble, ils ont créé un truc de dingue avec des idées qui fusent, tout ça, mais en fait il n'en est rien. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Maurice Sendak, l'immense illustrateur de Max et les Maxi-Monstres, avait réalisé en 1997 toute une série de croquis et d'esquisses pour une adaptation lyrique, un opéra du fameux conte de Humperdinck. Pas pour un livre, pas pour Stephen King, pas pour nous-mêmes. Mais hélas, en 2012, Sendak meurt. Et ses illustrations restent dans des tiroirs de la fondation Maurice Sendak. Jusqu'à ce que la fondation se dise, bon, qui est le plus grand conteur de peur au monde après les frères Grimm ? Tiens, ce bon Stephen King. Donc King reçoit la proposition. Il dit oui d'abord par politesse, puis il voit les images, les planches réalisées par Sendak. Et là, il a un déclic génial. La maison en pain d'épices, dit-il, c'est en fait un vrai démon. Un visage qui n'apparaît que si les enfants tournent le dos. Voilà le cœur du conte. Et soudain, il veut écrire. Parce que c'est son territoire, l'horreur tapie derrière l'innocence. Car sincèrement, sur ce genre de projet, tu peux facilement te dire que King... il aurait pu juste mettre son nom sur la couverture et empocher un petit chèque. Eh ben non. Parce que la meilleure partie du livre, pour moi personnellement, c'est peut-être ce qu'il a écrit avant que l'histoire ne commence. La préface. 15 pages où Stephen King raconte sa peur des contes, son amour de Sendak qu'il lisait à ses enfants, où il explique comment un livre d'enfant peut vous détraquer à vie. Il révèle cette simple vérité. Les contes ne sont pas faits pour rassurer les enfants. Ils sont faits pour leur dire « le danger existe, mais tu peux le regarder droit dans les yeux et survivre ». King nous parle de nos ombres d'enfance avec la tendresse d'un gars qui a fait carrière à nous terrifier. Et ça, franchement, c'est du grand King. Cette préface mérite déjà qu'on achète le livre. Car ce que King dit, ça claque tellement d'ailleurs. Les contes de fées, c'est un soleil à l'extérieur, un noyau sombre et terrible au centre, et des gosses courageux au milieu. Il dit aussi qu'il a toujours écrit sur des enfants, comme Hansel et Gretel. Par exemple dans Ça, dans Charlie ou dans Cimetière, toujours des mômes face à l'indicible. Le livre était sorti chez HarperCollins aux États-Unis, chez Oder & Stoughton, je le prononce tellement mal, au Royaume-Uni, mais en anglais seulement. Et là, cool, il vient de sortir en France chez EDL, pour un public 6-8 ans. Ça, une nouvelle fois, je trouve que c'est sur le papier. Car on découvre vite que, déjà, il y a beaucoup de textes, finalement peu d'illustrations, les styles graphiques varient, parfois réalistes, parfois caricaturaux, et le ton est sombre, fidèle à Grimm, fidèle à King. Donc, trop littéraire pour les petits, trop conte de fées pour les ados, plutôt occupés à lire des romantaisies avec des dragons, qui font l'amour avec des vampires, qui font l'amour avec des elfes, qui font l'amour avec des dragons. Donc en gros, pour quel public ça s'adresse ? Nous, les parents, les enfants des années 80, qui ont grandi à la fois avec Sendak et à la fois avec King. Ce livre, c'est notre doudou de cauchemar, un objet de nostalgie monstrueuse. Mais attention, comme je le disais, ce n'est pas une collaboration au sens fort du terme. Sendak n'a rien vu, n'a rien validé. King écrit après Sendak. On a donc une sorte de dialogue post-mortem bizarre, une correspondance avec le fantôme d'un géant. Le livre devient alors un truc étrange, un hommage croisé, une conversation entre trois époques. Les frères Grimm, Sendak années 90 et King aujourd'hui à 77 ans. HarperCollins dit même que ce livre, c'est un dialogue qui transcende le temps, l'espace et même la mort. Pour moi, effectivement, on n'est plus très loin du Ouija littéraire. Bon, parlons du résultat, parce que qu'est-ce que ça donne tout cela ? Déjà, c'est un bel objet, mais pas tout à fait abouti. Un peu bancal, parfois déroutant, mais c'est aussi ça qui le rend beau. On sent que King a du respect, peut-être même presque trop, pour la version Grimm.
Il ne dévie pas beaucoup du chemin de petits cailloux blancs. Il ne tord pas la matière comme il sait si bien le faire. Il raconte plus qu'il ne réinvente. Mais il le fait avec passion, respect, avec une petite étincelle démoniaque dans l'œil. Et puis surtout, franchement, ne boudons pas notre plaisir. Ce livre ne devrait même pas exister. Pourtant il existe, contre toute probabilité. Et rien que ça, c'est une victoire du rêve sur la logique. On lit ce livre comme une rencontre qu'on n'aura jamais en vrai, mais qu'on peut maintenant tenir dans nos mains. C'est un peu imparfait, oui, c'est un peu bancal, oui. Est-ce que ça mérite malgré tout d'être célébré ? Pour moi, évidemment, parce que parfois le plus beau n'est pas dans la perfection, mais dans la tentative. En résumé, c'est un livre pour les fans de King, pour les amoureux de Sendak, pour les collectionneurs qui aiment les livres qui existent malgré tout et qui se battent pour exister. Ce livre trouvera une place de choix dans leur bibliothèque. Un livre pour trembler en famille, juste un peu, en racontant, en accompagnant la lecture à ses enfants. Une nouvelle fois, c'est moyennement pour les tout-petits, car beaucoup de textes et peu d'illustrations. Donc ça mérite, une nouvelle fois, de l'accompagnement. Et hélas, ce sera toujours pas pour les ados non plus, car ils sont partis depuis longtemps sur d'autres sentiers. Hansel et Gretel, c'est une histoire qui parle de peur, de faim, d'abandon, de monstres gourmands, du monde réel en fait. Et King le rappelle, les contes sont là pour nous apprendre à survivre. Survivre à la forêt, survivre à la sorcière, survivre à la maison qui sourit quand on ne la regarde plus. Si vous aimez l'art qui avance malgré la mort, malgré les années, malgré les imperfections, qui se bat un peu pour exister, alors il faut y aller. Car ce Hansel et Gretel, là, c'est un petit miracle. Un bonbon empoisonné, un rêve d'enfant avec une porte qui grince, une main d'auteur tendue à travers le temps. Stephen King qui écrit en regardant par-dessus l'épaule de Maurice Sendak. Et moi, ça me touche profondément. Et de toute façon, moi, j'ai toujours aimé ces histoires-là, celles qui font peur. Let the joyous news be spread, the wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch, wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. Have your eyes get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the mountains go below, below, below your home. Let's open up and see. Ding dong, the merry-o. Sing it loud. Wicked, oh, the wicked witch is dead. Vous venez d'écouter Ding Dong The Witch is Dead, extrait de la BO du Magicien d'Oz de Victor Fleming. Eh bien, merci beaucoup Renaud pour cette chronique de nouveau. De rien. J'ai une question à te poser à laquelle j'ai pensé durant toute la chronique. Et peut-être que tout le monde se pose cette question. Donc en quoi cette version de ce conte est-elle différente de celle que tout le monde connaît déjà ? En fait, je réponds quand même un peu dans la chronique, c'est vrai. Oui. Mais le truc est quand même que Stephen King, le texte, il est très 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 proche de l'original. Donc déjà, on va pas tellement découvrir des choses tellement différentes. La maison de pain d'épices, elle est un peu éclipsée, tu vois, cette maison-là. En fait, je trouve que là où Stephen King nous emmène dans son texte, c'est surtout entre toutes les relations humaines et toute la malhonnêteté des gens, etc. En fait, il y a une espèce de truc sur les sentiments humains et sur le fait que tout le monde soit potentiellement des gens mauvais, à part les enfants. Et donc du coup, il va s'attarder vachement sur la belle-mère qui veut abandonner ses enfants dans la forêt. Et ce père qui est un peu influençable, tu vois, qui laisse ses enfants partir parce qu'il a plus rien pour leur donner à manger, etc. Mais qui est vraiment influençable et qui regrette après, etc.
Après, on va avoir la maison qui a aussi un petit peu un sentiment de malhonnêteté, tu vois. Au début, elle est super jolie, tout en pain d'épices, et dès que les enfants rentrent dedans, elle commence à devenir vraiment dégueulasse, à se transformer, etc. La sorcière, pareil. Au début, elle est totalement gentille, toute belle, alors que je crois que dans l'original, elle est déjà dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est une sorcière. Hein. Et donc voilà, sauf que là, dès que les enfants tournent le dos, pareil, elle se transforme, elle devient. Et donc il y a une espèce de métaphore, de parabole, de tout ce que tu veux sur le comportement des gens et la toxicité des gens. Et donc du coup, ça c'est super intéressant, je trouve. Et on retrouve un peu le côté King là-dedans, tu vois, ce rapport qu'il y a avec aux enfants et le fait de faire souvent du mal aux enfants, qui est très présent dans tous les Stephen King, en tout cas dans Cimetière, dans tellement Carrie, dans tout ce que tu veux. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est peut-être le seul point, je trouve, qui diffère avec tous les écrits qu'on a sur Hansel et Gretel et toutes les versions différentes. Parce que c'est pareil, je trouve que le dessin de Sendak, vu que c'était des dessins posthumes, tu vois, qu'on a retrouvé, et que, en fait, ils mettent pas tellement en valeur l'histoire, tu vois. C'est plutôt Stephen King qui se débrouille avec la matière première qu'on lui a donnée pour essayer de faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que s'il y a des gens qui veulent découvrir un truc un peu différent, c'est sur ce point de vue-là que ça va se poser, par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Oui, mais ça peut. Mais c'est super. Différence. C'est super, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est pas forcément, comme je le dis dans la chronique, un livre totalement pour les enfants. C'est un peu compliqué à bien des égards. Après, du coup, cette version de Stephen King amène plusieurs degrés de lecture aussi. Ce qui permet que quand on accompagne cette lecture-là à ses enfants, ça permet justement que eux voient l'aspect conte, même s'il y a toujours cette morale des frères Grimm derrière. Mais quand même, un ado qui va lire ça, il verra justement toute la toxicité et l'espèce de truc un peu horrifique qu'il y a derrière aussi. Et ça, c'est intéressant. Oui, donc c'est un livre à lire aux plus jeunes. Et après mais avec relire, de l'accompagnement. C'est ça, et après à relire en tant qu'ado et relire en tant qu'adulte. Et je pense qu'en tant qu'adulte, même, c'est un beau livre on parlait de ça avec l'écran noir tout à l'heure, c'est un beau livre qu'on peut mettre dans une bibliothèque comme ça et qu'on est trop content de voir marqué Stephen King et Maurice Sendak dessus. C'est vraiment un bel objet, quoi. Est-ce que tu peux nous redire des choses sur ce bel objet ? Alors, c'est un très bel objet. C'est Hansel et Gretel de Maurice Sendak et Stephen King. Et alors, je me suis rendu compte de moi-même et de mes erreurs. J'ai dit EDL, je crois, dans la chronique d'ailleurs, tout à l'heure. EDL qui est en fait l'école des loisirs. J'ai absolument pas fait de rapprochement entre EDL et l'école des loisirs. Donc c'est chez l'école des loisirs. Après, voilà. Je pense aussi que c'est une volonté certainement de leur part. Il faudrait vérifier parce que je suis pas bien sûr. Mais c'est fort probable que ça s'adresse pas aux lecteurs de pop, quoi. Je suis pas sûr que Stephen King soit tout le temps chez l'école des loisirs, quoi. Non, voilà, c'est ça, je suis pas sûr. Donc effectivement, même si c'est l'école des loisirs, c'est pas Cornebidouille, voilà, on est sur autre chose quand même. J'ai fini. Parfait. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Et bonne lecture, Moussaillon.